Salut à tous, épisode 4 avec les Andiamo ragazzi. On va aborder là des classiques qui sont le rendez-vous chaque année du calendrier professionnel cycliste, en commençant par, pas la plus moche, Milan-San Remo. Alors, sur Milan-San Remo, je voulais vraiment, mais très très fort, essayer de gagner, une fois n'est pas coutume, au sprint. Voilà mon objectif. À cet effet, j'ai préparé Bonifacio. Il a son pic de forme, bien sûr, mais il a également comme objectif Milan-San Remo. Donc on pouvait s'attendre à un bonus assez fort pour lui. On voit que malheureusement, il n'a pas le plus 5. Ça aurait été idéal qu'il ait le plus 5. Ça n'est pas le cas. On a Colbrelli également comme chance au sprint. C'est à peu près tout pour ce qui est du sprint, même si un Fellini doit être éventuellement capable de s'imposer, mais parmi un groupe de punchers, lui en revanche, c'est pas la même chose. Il est aussi sous pic. Diego Rosa, qu'on avait vu se comporter plutôt pas trop mal du côté de Tirreno, est aussi sous pic de forme. Donc en fait, on en a 4 sur 7 qui sont sous pic. Mais Diego Rosa, ce serait plus du punch. Mais vu ses notes, je le vois mal à gagner dans le Poggio en vérité, en mode extrême, parce que je vous rappelle qu'on est en difficulté extrême. Je pense jusqu'en mode de difficulté difficile, ça doit être gérable avec Diego Rosa. Mais j'y crois pas une seule seconde en mode extrême. Il s'imposera jamais face à Sagan, ou face à Van Avermaet, ou face à Kwiatkowski, qui sont les énormes concurrents dès lors qu'on veut s'échapper dans le Poggio. On part rarement seul. Et en fait, je vais donc essayer de durcir, mais pas trop. L'idée étant de ne pas trop distancer Bonifacio, que j'ai calé déjà à ce stade dans la roue de Peter Sagan. Donc l'idée c'est faire réagir Sagan pour, prenant sa roue, et bien ensuite le croquer au sprint avec Bonifacio. Voilà mon plan. À cet effet, je commence par aller mettre un rythme très très fort dans le Poggio, et à ma grande, énorme surprise, en fait, on s'est échappé. Et il n'y a que Alexander Kristoff qui a suivi. Alors là, je vous avoue mon incompréhension totale. Rosa, Moscone, Nibali, en compagnie de Kristoff. Le problème, c'est qu'on n'en a aucun des trois qui est capable de faire face à une arrivée au sprint vis-à-vis de Kristoff. C'est un bien meilleur. Puis vous voyez, en plus, on a pris 40 secondes. Je veux dire, c'est mais vraiment un truc auquel j'aurais jamais pensé. Du coup, je me dis, le plus en forme des trois, c'est Gianni Moscone. On va essayer de lui offrir son premier monument. Et on va évidemment caler, voilà, c'est ici, caler dans la roue Nibali et Rosa. On sait qu'ils seront battus, mais l'idée étant de faire prendre une avance maximale, surtout pas rouler sur Moscone, ça va de soi. Là, j'évalue la situation, je me dis, mais c'est pas possible. Il va gagner. Moscone va gagner à Milan-San Remo. On voit que Kristoff vient faire deuxième. Sagan est revenu du diable Vauvert pour chercher une troisième place. Tim Whelan est présent, c'est rigolo. Et Kwiatkowski, voilà, on a nos punchers qui sont là, qui sont sortis du Poggio relativement aux avant-postes, très très vraisemblablement. Il y avait Lutsenko aussi. Et après, c'est Groenewegen, etc. Voilà, tous les grands classiques. Donc, victoire absolument incroyable, qui me remplit de joie. Certes, je ne vais pas faire semblant d'être triste, mais je voulais vraiment gagner avec Bonifacio. Donc, je suis vraiment déçu à ce niveau-là. D'un autre côté, un petit Milan-San Remo en mode extrême, ça se refuse pas, même si on gagne pas de la manière qu'on avait prévu. Voilà. Donc, ça mérite éclaircissement. Pourquoi est-ce que ce diable de Peter Sagan n'a pas suivi? C'est pour ça que je me suis intéressé au replay
de la course. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que Sagan, il est pas trop mal placé, mais là, il oublie de remonter. La faute également à Debusschere qui a lâché un peu rapidement. Finalement, ça a manqué de coureurs pour prendre la roue de Christophe, qui lui-même avait la roue de nos coureurs à nous. Ce que l'IA fait assez fréquemment tout de même, et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas en général s'échapper comme ça dans le podium. Là, on voit que Kwiatkowski et Sagan ont fait un effort énorme, mais Sagan, à ma grande surprise à ce stade-là, regardez, va couper son effort. Et ouais. Donc, il y a Tige Benoît qui essaye de... Eh non, voilà, Tintin. Bon ben voilà, tout s'explique. En fait, Sagan s'est retrouvé à devoir faire les efforts un peu trop tard. Il a pas pu revenir. De ce fait, le trou est beaucoup trop grand, malgré Benoît qui cherche à ramener, déjà à se ramener lui-même. Bon, après la fin, je vous l'ai déjà expliqué. La fin, c'est qu'est-ce que vous croyez? Je vais quand même pas emmener Alexander Christophe alors que je suis à 3 contre 1. Je vais pas l'emmener au sprint non plus, hein, pour nous coiffer au poteau. Hein. Donc voilà. Victoire de Gianni Moscon, c'est totalement improbable. Il n'est même pas sous pic de forme. Écoutez, je vais pas cracher dessus. Elle est belle. On la prend et on se dirige maintenant vers des réjouissances de type flandrienne. GPE3. Alors, là, on est sur un autre type de course. J'ai 3 hommes qui sont vraiment en forme. C'est Colbrelli, Moscon et Marco Marcato. Et puis autour, hein, vous pouvez le voir, hein, il y a une équipe assez faible. Hein. Il y a, il y a l'ancien, il y a Daniel Benatti. Mais on n'a pas, voilà, il y a le petit coureur de chez Quick-Step là en 2018, Martinelli, mais on n'a pas grand-chose quoi. On n'a vraiment pas grand-chose. Je sais que ça pouvait paraître un petit peu faible, hein, mon recrutement à l'été 2018 là, pour préparer 2019 avec cette équipe. J'en suis bien conscient. Bah, en fait, je recherchais un petit peu la difficulté par ce biais. Et j'avais envie de tenter peut-être d'essayer de m'imposer dans certaines courses, mais peut-être déjà pas partout, et puis en plus avec une équipe qui n'a que 3 têtes, ou si on est un peu, si on juge un peu à la va-vite, avec 2 têtes et demie, parce qu'on peut considérer que autant Colbrelli et Moscon sont des candidats hein, à ce type de course, autant l'ami Marcato à 35 ans ne paye pas de mine et semble plus près de la fin que du début. Bon, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra bien. Toutefois, on essaye de rester aux avant-postes. On voit qu'on se retrouve très rapidement avec nos 3 seuls très bons coureurs aux avant-postes, les autres ayant capitulé, mais hyper rapidement. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller avec. Et puis, ce qu'on voit également, c'est que la forme du jour de Moscon à plus 4 est plutôt sympa. Il avait comme objectif, lui, ciblé GPE3, hein, donc ça explique aussi le... Il était à plus 3 avant, il hérite de plus 4, bon, ça va. C'est-à-dire que on a eu une chance de l'ordre de plus 1. En revanche, Colbrelli, lui, il a eu beaucoup plus de chance, parce qu'il se retrouve avec un plus 5, alors qu'il était prévu à plus 2. Donc ça, c'est quand même vraiment du bol. On va essayer d'exploiter tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit en préambule, un Moscon, 2 Colbrelli, mais à moduler quand même selon les circonstances de course. On voit que je vais donc essayer d'aller vraiment provoquer les choses avec Gianni Moscon. Stibar est dans notre roue. À ce stade, Colbrelli, il a un peu du mal. Il a un peu du mal à suivre les principaux protagonistes. Tiens, au fait, une petite précision. Le Cofidis que vous voyez n'est autre que Greg Van Avermaet, hein, très souvent. Voilà. Il faut pas se méprendre.
il a changé d'équipe et il est donc chez Cofidis. C'est marrant, hein. C'est marrant d'être chez Cofidis. J'aurais jamais pensé Van Avermaet chez Cofidis, mais après tout, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a bien dans un registre un peu différent, mais il y a bien Niki Terpstra qui a signé chez Cofidis pour 2019. Bah alors pourquoi pas Van Avermaet, mais bon, voilà, on voit mal quand même une équipe comme BMC le lâcher. Puis Van Avermaet chez dans une équipe française, je trouve que ça fait un peu bizarre. Bref, on est aux avant-postes, la fin arrive bientôt et je décide de m'échapper avec Gianni Moscon. Voilà, on a un bon petit... Et puis Sagan il est toujours chez Bora, hein, on avait un bon petit espoir et puis finalement je m'aperçois que Moscon, le pauvre, il est en train de se vider total. Stibar ne collaborait pas réellement. Bon bah on n'a pas vraiment le choix, hein. On n'a pas vraiment le choix. Il va falloir accepter une arrivée avec comme ça un petit groupe de Flandriens. Mais qui dit arrivée de ce type-là dit forcément réflexion, parce que même si on voit Anasen là qui produit une jolie attaque, euh, il faut pas oublier que si ça se joue au sprint, notre principal adversaire c'est Sagan, et Sagan, eh ben on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein. Sagan, il vous faut un coureur qui a une capacité de sprint quand même pas négligeable et une capacité d'accélération aussi pour résister à ses attaques, bah aussi pas négligeable. Et ça, c'est plus le profil Colbrelli que le profil Moscon. Du coup, ça vous explique pourquoi, bien qu'ayant annoncé à l'avance que Moscon était mon leader hein, sur ces courses-là, hein, je l'ai recruté pour cela, on est obligé de le faire travailler pour Colbrelli, hein, bien évidemment. Hein. Là, en l'occurrence, c'est pour revenir sur Nassen. Et puis voilà, vous voyez, la roue de Sagan est vraiment excellente, excellente. Colbrelli est idéalement placé, même s'il y a quand même Arnaud Démare. Attention à Arnaud Démare, très 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 dangereux sur ces types de courses, parce qu'il résiste remarquablement au pavé, et qu'il est ensuite au sprint quasiment injouable. Cependant, eh bien, il devait être fatigué, puisque c'est une victoire de Colbrelli, qui est sorti au bon moment, c'est-à-dire qu'on a choisi encore une fois de lancer le sprint quand ça nous arrangeait et non pas quand l'IA décide de le lancer elle, parce que si vous subissez le choix de l'IA, l'IA elle va attaquer au moment qui est bon pour le coureur dont elle s'occupe, en l'occurrence un Peter Sagan va attaquer à sa distance à lui. Moi j'ai préféré évidemment devancer pour ne pas faire le jeu des concurrents, en l'occurrence Sagan et Débar. Bon, allez, c'est plutôt cool. On a ramassé un GPE 3, ce qui est totalement inespéré. Moi j'espérais un top 5. J'espérais un top 5 avec Moscon en me disant je serais battu au sprint. Et puis finalement la bonne surprise du jour elle est venue de Colbrelli. Et en fait Colbrelli, j'avais plutôt pensé sur Gant-Wevelgem. Voilà. Parce que je me disais que cette course était plus pour lui euh, que pour les autres, quoi, hein, vraiment. Parce qu'à Gant-Wevelgem, très souvent, surtout sur ce parcours-là des dernières années, euh, qui diffère du parcours que j'ai mis en 2020 dans la partie avec l'Auto Soudal, où le Kemmelberg est un petit peu plus difficile à 30 ou 40 km de l'arrivée, où ça nous avait valu un scénario assez rigolo, avec un 2 contre 2 entre notre équipe et celle de Sagan. Pour le coup, Colbrelli était du côté de Sagan. Ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est moins sélectif. Donc, on s'attend a priori à une arrivée sur laquelle les sprinters vont peut-être pouvoir dire leurs mots. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup pensé à Colbrelli pour cette course-là, quoi. Cependant, la forme du jour n'est pas à plus 5, donc déjà ça me met un petit peu en alerte.
Et au-delà de ça, ben, faut pas négliger aussi peut-être un Marcato, hein, s'il est bien situé, pourquoi ne pas envisager un Marcato. Du coup, je me dis, puisque tes deux chances, c'est Sonny Colbrelli et Marco Marcato, eh ben tu lances plutôt de l'offensive avec Moscone, hein. On est toujours dans l'idée d'essayer de fatiguer derrière pour faire revenir sur Moscone. Moscone qui en plus, je me fais pas d'illusions, hein, il va pas s'échapper à 40 bornes de l'arrivée et gagner tout seul. Mais si d'aventure ça arrivait, ce serait la plus belle victoire dont je puisse rêver. On va voir que sur ces scénarios où vous avez comme ça quelqu'un qui s'échappe, qui prend une avance, il y a juste un moment, un petit peu un moment de flottement. C'est le temps que l'IA puisse ramener quelques équipiers. Voilà. Ou même les leaders, si les leaders ont choisi de rouler. En l'occurrence, là, Desmar, il a un équipier qui est plutôt performant, même si on voit que là, il commence un peu à faiblir là, sur l'image, mais c'est Ladanius, voilà, qui travaille pour lui. Et puis, on voit quand même, Moscone résiste pas mal. Il résiste pas mal. J'aimerais vraiment un jour gagner une de ces courses-là, en m'échappant à la Philippe Gilbert sur le Tour des Flandres l'année passée. Hein. Ce serait vraiment pour moi une des plus belles victoires possibles. Malheureusement, le jeu le rend, en mode extrême qui plus est, le rend très 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 difficile à réaliser. Donc je ne désespère pas, cela arrivera peut-être un jour. Toutefois, on va pas se gêner pour contre-attaquer à peine la reprise de Moscone par le groupe de favoris. Voilà. L'idée étant de, encore une fois, faire réagir. Mais ce qui est incroyable à ce stade-là, c'est que très peu de coureurs, mis à part les 3 AG2R, là, attention, hein, mis à part eux, très peu ont réagi à cette contre-attaque. Et à ce stade-là, on peut déjà annoncer qu'ils sont battus. Hein. Ils sont tous battus. Hein. Ça va se jouer devant. À ma grande surprise, on évite le sprint à 30 et on se retrouve à devoir sprinter à 6, ce qui est quand même pas le même jeu, vous en conviendrez. Du coup, opportunisme, on va prendre la roue de Nassen, évidemment, qui est le plus dangereux du groupe, avec Sylvain Dillier. Et puis on va pas se gêner pour essayer de planter un sprint. Marcato, il est intéressant à ce niveau-là, et il va s'imposer sur Gant-Wevelgem, peut-être la plus belle victoire de sa carrière, hein, parce que j'ai un peu fouillé son palmarès. Il n'y a pas eu des monuments ou des classiques tous les ans, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est un bon coureur, hein, c'est vraiment un très bon coureur. Et là, il ramasse un Gant-Wevelgem vraiment par opportunisme. C'est vraiment que ça. Comme quoi, il faut des fois essayer des choses, parce que sinon, derrière, vous avez Groenewegen, vous aviez Gaviria, il y avait tout le gratin des sprinters qu'on peut imaginer, Arnaud Démare. Je veux dire, aucune chance. Aucune chance face à ceux-là, parce que même un Colbrelli est surpassé par ces sprinters-là. Donc voilà, à l'arrivée, victoire de Marcato. On se dirige ensuite vers une course un petit peu moins difficile. J'ai aussi adapté un résumé un petit peu plus court. C'est tout de même une course World Tour, donc on la respecte, on la joue avec application. C'est le Grand Prix de Waregem, où l'on voit que dès le départ, ou en tout cas, pardon, dès le moment où les difficultés se font vraiment importantes et où le peloton commence à écrémer pas mal, quoi. Le vainqueur de Gant-Wevelgem, Marcato, est victime d'une crevaison. Et cette crevaison, elle le relègue à l'arrière dans une chasse effrénée et totalement désespérée pour essayer de revenir sur l'avant, et on verra que jamais il ne reviendra tellement la crevaison est intervenue au mauvais moment, au pire moment. Donc, ok, acceptons totalement les faits de course, c'est aussi ça
C'est ça le vélo, hein. Il y a des gens qui ont perdu des monuments, hein, sur des crevaisons dans les derniers kilomètres, hein. Je pense notamment, on en a un à l'écran là. Il y a un Van Mark une fois qui avait crevé là, je me souviens, sur une fin de course, le pauvre. Il n'a jamais eu de chance, Van Mark, en fait. C'est quelqu'un qu'on voyait assez haut là, notamment quand il y a une année où à Paris-Roubaix, là, il avait été à deux doigts de gagner, il était jeune, c'était très prometteur, et puis finalement, Van Mark, il n'a jamais eu les succès qu'on aurait pu lui souhaiter. On va voir s'il va attraper Wargame en lot de consolation ou pas. En tout cas, il y a eu retour de Lampard, retour de Daniel Hoss, ce qui fait que l'explication finale va se jouer entre ces 5 hommes, et on voit que Colbrelli, après avoir bien bossé, je suis obligé de le lâcher parce que les 3 autres sinon allaient partir, et c'était mort pour nous. Donc ben ça va être pour Gianni Moscon, hein, la poursuite, parce que évidemment il faut faire attention à ne pas se faire avoir par Van Mark. Voilà. Van Mark est très incisif, il est assez offensif dans PCM, c'est assez amusant. Vous avez souvent des attaques de Van Mark. Alors, si j'étais méchant, je dirais qu'elle ne débouche pas souvent. Mais regardez, il a encore retenté d'en planter une. Il est devant nous, mais il y a quelque chose par rapport à Van Mark, c'est que malgré toute sa bonne volonté et sa note en pavé notamment, son endurance, etc., sa valeur sur sa note de plaine également, ben en fait, en vallon, on peut toujours réussir à la rattraper. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis pas mal de temps, qui fait que sur un tel parcours, je ne crains pas tellement un Seb Van Mark. Et on va voir que, alors là, c'est vraiment le mode survie, hein. C'est le mode survie total. Mais Moscone est en mode survie, mais Lampard, qui est son poursuivant immédiat, l'est également. Et derrière, il y a Os et Van Mark ensuite. Donc, bah, en fait, on va aller au bout, on va aller au bout comme ça, hein. On va aller au bout comme ça. On va aller cueillir ce Grand Prix de Wargame avec Gianni Moscone. Bon, petit lot de consolation par rapport au GPE3 et également au Wevel Game, puisque, je vous le répète, c'était lui le leader, et ce n'est pas lui qui a gagné, même si l'équipe a gagné. Donc, bon, allez, sur cet épisode, on va dire qu'il s'en sort pas trop mal. Gianni Moscone, il chope un Milan-San Remo et un Grand Prix de Wargame. Bon, allez, ça va aller, ça va aller. Donc, l'idée, vous avez vu, c'est amusant, Colbrelli, il a chopé une 5e place alors qu'il était totalement à la ramasse, qui prouve bien l'état général de tout le monde. Tour des Flandres. Alors, vous avez pu voir que mes préparatifs de pic de forme ont été assez cohérents, puisque 7 sur 8 sont sous pic de forme, Colbrelli ayant eu une petite avance qui était calculée de ma part, parce que je voulais éventuellement qu'il puisse tenter sa chance à Milan-San Remo. On a vu que c'était pas le cas au final, puisque Milan-San Remo s'est passé de manière totalement surprenante. Toujours est-il que nos chances du jour sont Gianni Moscone et, on sait jamais, sur un malentendu, maintenant qu'on a gagné à Gand Wevel Game, peut-être Marcato, mais bon, voilà, hein, sans grosse prétention. Alors on arrive, voilà, au moment où les choses commencent à se durcir, à 60 km de l'arrivée. On est dans le vieux Quarmont, on va passer une première fois au vieux Quarmont. Et puis moi, je fais la course en tête, hein. Je fais la course en tête. On voit que cette fois-ci, il y a un coéquipier qui tient un petit peu le choc. J'ai dit un petit peu, hein, pas, faut pas lui en demander trop, hein, mais le dénommé Rama, au moins, il nous a un petit peu accompagnés, on va dire. Et il y en a un autre beaucoup plus prestigieux qui nous a aussi accompagnés, c'est Peter Sagan. Donc on se retrouve, mais on est à 60 bornes de la fin là, hein. Et on est loin de l'arrivée, hein. Sagan qui produit une accélération, mais essayez de vous y opposer.
Vous allez brûler votre barre, mais il partira quand même. Ça sert strictement à rien. On va plutôt essayer de le reprendre sur le Paterberg dans l'enchaînement, voilà. Et on se retrouve finalement, alors qu'il reproduit une énorme accélération. Sagan est totalement dur à contrer d'une certaine façon. Il faut essayer de l'appréhender autrement en fait. Hein. Faut pas le prendre de manière frontale, sinon c'est perdu d'avance. Du coup, je vais faire rouler calmement derrière Marcato avec Moscone. Tout ça pour un petit regroupement. Alors les compagnons là que vous voyez autour là, ce sont des échappés. Hein. Ce sont des rescapés de l'échappée. Il y a notamment un coureur qui m'intéresse, c'est Pedersen. Alors je ne le prendrai pas dans cette partie puisqu'on est sur une thématique italienne, mais dans une future partie, j'aimerais bien le prendre, Mads Pedersen. Il m'a l'air d'être un peu tout terrain, il a l'air d'être un peu précieux en contre-la-montre aussi, je pense qu'il a un profil super intéressant. Il y a un coureur là aussi qui était en notre compagnie, qui était intéressant, c'était Tönnissen. On va voir, on va le dépasser là. On va le dépasser dans pas longtemps. C'est l'homme de tête en fait. Voilà, c'est l'homme de tête restant. Voilà, donc attention à Sagan. Deuxième passage. Voilà, deuxième passage. Sagan ne durcit pas. On voit qu'il n'est pas en train d'attaquer, mais n'empêche que là où il attaque. Là où il attaque. Voilà. En fait, il a attaqué à la toute fin des pavés. Et comme ça, il attaque aussi dans la foulée. Mais là, on est pareil, hein, on est sur le même logiciel, il y a le Paterberg derrière. Hein. Donc, on ne s'affole pas, on va revenir dans le Paterberg, quitte à placer une attaque. Et c'est ce que je vais être obligé de faire, parce que là, on n'est plus qu'à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Je ne tiens pas à ce que Peter Sagan réalise mon rêve à ma place. J'attendrai de le lui faire vivre le jour où je l'aurai dans une de mes équipes. Ce qui arrivera bien, hein, on a le temps. Hein. Le PCM 2019 n'est a priori pas annoncé avant juin 2019. Donc on a tout notre temps pour profiter du sublime Peter Sagan un de ces jours dans une équipe. Toutefois, on a déjà du pain sur la planche avec nos Andiamo Ragazzi, nos Lotto Soudal et notre pro-cycliste qui dort dans un coin, le pauvre. Donc, et puis j'ai même des petites surprises aussi pour après là. Un petit truc qui va sortir dans pas trop longtemps. Vieux Quarmont, passage décisif. Alors là, on rigole pas. On a récupéré Colbrelli, mais on voit que c'est de très courte durée. On a Moscone qui s'est un petit peu refait, mais là encore, c'est pareil. Alors attention, ce ne sont pas des échappés là, ce sont des gens qui ont un tour de retard. Puisque vous savez que la fin du Tour des Flandres, finalement, c'est un petit circuit. Hein. Un petit circuit là qu'on reproduit. Alors, au-delà de l'enchaînement 3 fois Vieux Quarmont, Paterberg, il y a quand même un circuit en fait. Hein. On voit qu'il y a du Greg Van Avermaet, le Cofidis là, qui est juste à côté. Il y a Sagan, Niki Terpstra, et puis celui qui est dans la roue, ça doit être quelqu'un comme Nassen, évidemment, puisque Nassen est très souvent présent sur ses fins de course. Il y a même Alexander Kristoff, attention. Kristoff, c'est un spécialiste hein, pour le Tour des Flandres dans PCM. Il gagne souvent, hein, et attention, il est super dangereux, aussi dangereux presque que Sagan. Hein. Faut pas l'avoir avec soi, voilà. Donc on est avec que des clients, et puis... Ah oui, hein, en fait, on est en face d'une dure réalité. Enfin, dure façon de parler. C'est que Gianni Moscone, le pauvre, c'est fini pour lui. C'est fini, hein. C'est fini, il a trop donné. Il n'était pas en forme exceptionnelle. Je veux dire, quand vous prenez un +2 sur peut-être la course la plus importante de l'année pour votre coureur, alors qu'il pouvait aspirer à plus, bah voilà, vous avez un +2 et puis vous fermez votre bouche, quoi. Mais honnêtement, y a pas énorme à faire. C'est comme ça. Par contre, il y en a un qui n'a pas un +2. C'est Marco Marcato. Alors, est-ce qu'il nous referait le coup de Gant-Wevelgem où il avait attaqué comme un petit filou? Non, là on va plutôt la jouer sage. On va rester dans la route Sagan. Misant sur le fait que Sagan a eu le temps de récupérer des efforts qu'il avait fournis précédemment. Donc,
je pars du principe qu'il reste beaucoup d'énergie à Sagan, en tout cas qu'il lui en reste suffisamment pour quoi? Bah pour nous ramener sur les gens qui, comme vous le voyez, Nassan, Van Avermaet, Christophe, se sont permis d'attaquer dans les 5 derniers kilomètres. On revient, tout va bien, les plans sont respectés. Je ne suis pas inquiet par exemple de Terpstra, il n'y a aucun problème. Et puis je me dis, écoute, tente ta chance mec. Tu tentes ta chance et puis on verra ce qu'on verra. Et à ce moment-là, l'improbable se produit. Oui, c'était bien Marcato à qui restait le plus d'énergie de ce groupe. Je l'ai joué petit bras, j'avoue, hein. À prendre la roue de Sagan, c'est pas très panache tout ça, hein. Mais en même temps, vous voulez que je fasse quoi? Que j'attaque à 40 km de l'arrivée avec Marcato? À un moment donné, il faut être pragmatique, hein. Il faut être pragmatique, je l'ai été. Donc, énorme doublé pour Marcato. Gant Wevelgem, Tour des Flandres, rien que ça. Bon, ok, on verra la suite. On verra la suite. Mais toujours est-il qu'il s'impose devant un plateau de rêve. Moscon va nous chercher à une petite 7ème place, le pauvre. Puis nos objectifs de début de saison se passent plutôt pas trop mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui va suivre. Il va suivre quoi? Il va suivre dans l'épisode 5 un tour du Pays Basque avec une star invitée. 3 petits points, vous avez tous compris qui c'est. Qui sera supporté par l'ami Gasparotto. Hein, donc là, et encore une fois, équipe globalement faible au niveau des équipiers, mais avec un truc un peu fou que je tente pour voir si on pourrait pas essayer d'aller se gagner ce tour du Pays Basque qui me plaît bien. J'aimerais vraiment essayer de voir si c'est faisable. Puis après, on aura Roubaix. Et Roubaix, ce sera aussi un immense moment. Là aussi, il y aura une petite star qui m'a supplié de l'aligner à Roubaix. Je lui dis, écoute, t'es pas raisonnable. T'es pas raisonnable, mec, tu vas te blesser. Non, je veux y aller. Bon, bah écoutez, voilà. On verra ça très vite. On enchaînera avec les Ardennaises pour glisser tout doucement vers un Giro que j'attends avec impatience. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.